Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que j'ai voulu créer. L'objectif, c'est de modifier un peu ses points de vue sur quelque chose pour de nouvelles perspectives et voir les choses un peu différemment. Alors, tout de suite, aujourd'hui, on reçoit Tanguy et Ludovic. Je vais vous laisser vous présenter. Et ben, Ludovic, si tu veux commencer, c'est parti. On t'écoute. Et ça, bon, ben moi, du coup, je suis Ludovic, je suis diététicien depuis 8 ans. Donc, je m'occupe essentiellement de tout ce qui va être perte de poids et également accompagnement sportif. J'ai déjà travaillé aussi avec Rémi sur ce niveau-là. Donc, voilà. Et je suis également coach sportif en devenir. Donc, l'objectif étant vraiment de me spécialiser dans l'accompagnement individuel et vraiment de pouvoir tout faire presque de A à Z. Bon, pour l'accompagnement, par contre, préparation mental, je laisse ça à Rémi. Et merci beaucoup. Tanguy, toi, alors, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Alors moi, c'est Tanguy Ratier, chef de cuisine. Je fais ce métier essentiellement dans la gastronomie, essentiellement dans de l'étoilé Michelin. Donc voilà, j'ai été chef étoilé pendant 4 ans. Là, je viens d'arrêter pour ouvrir mon affaire que je recherche encore. Et voilà, je suis intéressé par cet échange avec Rémi Ludovic pour voilà, faire peut-être changer quelques opinions, quelques a priori qu'on pourrait avoir sur la nourriture gastronomique où il y a beaucoup de beurre, beaucoup de crème. On peut faire d'autres choses, on peut faire différemment en donnant du goût et voilà, en n'oubliant pas la notion de plaisir et de gourmandise. Ok, super. Alors, ce que je vais vous demander déjà pour commencer, c'est quel est votre rapport, votre lien avec la nourriture? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Ludovic, tu vas pas l'utiliser de la même manière. Toi, c'est plus peut-être un outil. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton lien avec ça? Et puis même ton histoire. Qu'est-ce qui t'a fait devenir nutritionniste? C'est ça. Ben, du coup, déjà par rapport à mon histoire, jusqu'à mes 17-18 ans, à peu près, j'étais en situation de surpoids, d'obésité. Donc, j'avais un rapport assez malsain avec l'alimentation. Puis ensuite, en faisant pas mal d'erreurs, du coup, j'ai perdu une quarantaine de kilos. Et suite à ça, du coup, je me suis orienté vers des études dans la nutrition, donc le BTS diététique. Et ainsi, du coup, bah, j'ai appris pas mal de choses, pas mal de connaissances, et que j'ai mis en application premièrement sur moi-même pour avoir un rapport plus sain avec l'alimentation. Et par la suite, du coup, également sur bon nombre de personnes, de patients que j'ai pu prendre en charge. Moi, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a deux choses qui sont essentielles par rapport, du coup, à tout ce qui va être alimentaire. Ça va être premièrement la partie nutritionnelle et ensuite la partie diététique. À savoir que la partie nutritionnelle, ça consiste juste à avoir les nutriments dont l'organisme a besoin. Protéines, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments, tout ça, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être la partie nutrition. Après, la partie diététique, ça va être le fait de manger, par exemple, des légumes, des fruits, des protéines, des féculents ou autres. Donc là, on est vraiment sur l'aspect alimentaire pur, où on va sélectionner des aliments et des combinaisons qui vont donner un certain résultat. Que ce soit un résultat sur le plan nutritionnel qui va apporter tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides, mais également sur le plan diététique, où du coup, ça va avoir tel goût, telle spécificité, ça va procurer, par exemple, la cuisson d'une viande va provoquer telle modification qui va provoquer tel goût. Donc, disons qu'il y a pas mal d'aspects qui font que derrière, il y a une organisation à avoir autant sur la journée que sur le long terme pour avoir, on va dire, une alimentation que j'appelle assez équilibrée. Après, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails avec Tanguy à ce niveau-là. Mais globalement, pour répondre à la question, voilà, moi je te dirais qu'il y a deux facteurs, c'est l'aspect nutritionnel et l'aspect diététique. Et toi, Tanguy, bah, même question, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la cuisine et d'aller si loin là-dedans, dans cette passion? Qu'est-ce qui t'a passionné en premier et ton rapport, ton lien avec la nourriture? Bon, moi, déjà, je suis fils de boucher. Donc, j'ai toujours vécu entouré de viande, de bien manger. Le bien manger à la maison, ça a toujours été très important, notamment avec ma tante, ma grand-mère. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu dès tout petit, dès l'âge de 9 ans. Voilà, j'ai dit à mes parents que je voulais être cuisinier et j'ai pas dérogé à ça. Et moi, la nourriture, voilà, c'est la notion de partage, de convivialité, de plaisir. Mais aussi, maintenant, on est de plus en plus dans le. Alors, on n'est pas des nutritionnistes,
mais on fait de plus en plus attention à comment on travaille les protéines. Les légumes prennent des places de plus en plus importantes, ils sont quand même mieux cultivés. On a des très très bons maraîchers qui font ça très bien. Donc voilà, à nous de les mettre en valeur, ces jolis légumes. Et voilà, il y a d'autres choses que l'apport de gras, l'apport de crème, tout ça. Il y a des réductions sur lesquelles on peut amener beaucoup de goût. Donc voilà, moi voilà, ça fait 40 ans que j'aime faire. Enfin, j'ai 44 ans, donc on va dire, ça fait 35 ans que j'ai envie de faire ce métier. Voilà, j'ai poussé ça très très loin parce que j'adore ça. Je me lève, je rêve cuisine. Donc, bien souvent la nuit, je me réveille pour noter un truc dès que j'y porte parce que sinon, le lendemain matin, c'est mort. Mais voilà, la cuisine, c'est vraiment pour moi fondamental. Et voilà, j'ai trois garçons avec qui voilà, je commence à leur faire sentir les herbes, les légumes, apprendre. Ils connaissent très bien les légumes, ils ont pas 7 ans. Donc voilà, c'est hyper important le partage et puis la transmission avec mes enfants, entre autres. Ouais, on va revenir sur plein de thèmes que vous avez abordés. Donc déjà, la notion de partage. Ensuite, au niveau des légumes, j'ai pas mal de questions là-dessus. Parce que je me pose une question déjà, hein. C'est donc toi, par exemple, Tanguy, tu vas pouvoir cuisiner avec des légumes qui vont être bien cultivés, pas forcément de pesticides, des choses comme ça, des trucs de très grande qualité. Toi, Ludo, tu vas conseiller à tes patients de manger plus ou moins de légumes, etc., adaptés par rapport à ce qu'il faut pour eux. Mais euh, ce que l'on trouve dans tes clients, ils ne pourront pas se fournir au même endroit que Tanguy. Et donc, l'apport, il ne va pas être le même. Est-ce que, Ludo, tu peux réagir là-dessus? Comment on fait pour. Moi, je me dis, quand je vais faire les courses, par exemple, je sais ce que je veux acheter, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver dans mon assiette, en fait. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une Après, ça, différence? c'est aussi la problématique qu'on a dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, on peut nous donner la provenance, l'origine, etc., mais on peut jamais être sûr de ça. Par rapport à ce que tu demandais au départ, effectivement, après, Tanguy peut acheter en plus grande quantité qu'un consommateur unique. Par exemple, pour aller acheter des pommes, c'est sûr qu'aller acheter chez un producteur de pommes juste pour acheter, par exemple, 1 kilo de pommes, ça peut faire des frais d'essence, des frais annexes qui sont quand même assez excessifs juste pour acheter des pommes. Donc forcément, aujourd'hui, tout le monde va se servir dans des lieux où justement ils peuvent avoir énormément de choix et donc du coup faire remplir plus les frigos avec tout ce qui va être fruits, légumes, peut-être même viande ou autre, donc que ce soit supermarché ou même chez les primeurs ou autres. Voilà, on ne peut pas toujours être sûr de la provenance. Mais pour rebondir légèrement, en fait, moi je te dirais que c'est vraiment individuel et indépendant en fonction de ce que chaque personne veut faire. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui n'a pas du tout l'habitude de cuisiner et qui part sur des plats picards tous les jours, ça risque d'être assez compliqué de lui dire d'aller chez le primeur toutes les semaines faire le plat de fruits, de légumes ou autre. Donc déjà, on va essayer d'orienter sur quelque chose qui va être assez simple d'utilisation, rapide et qui ne va pas lui demander un gros effort. Que ce soit des crudités, voire même des légumes surgelés ou en dernier cas des boîtes de conserve. Déjà, ça va permettre, on va dire, d'améliorer son alimentation. Après, une fois que l'habitude, le pli est pris, on peut très bien orienter vers une consommation, par exemple, de saison, locale, et après essayer de pousser en amenant au marché des producteurs ou autre. Mais par rapport au choix, ça dépend vraiment de chaque personne, du mode de vie de chaque personne et aussi de la localisation. Moi, je suis dans le centre de Marseille. C'est très compliqué de trouver des fruits et légumes qui soient de bonne qualité et dont je sois sûr de la provenance. Parce que là, autour de moi, j'ai presque que des supermarchés, voire des petits primeurs. Et le problème, c'est que les primeurs, bon, ça a une très belle image, mais le problème, c'est que Il y a le portefeuille aussi. souvent, c'est de l'importer. Mhm. Et par Voilà, je me contre, suis un peu pour le éparpillé. poisson, t'es bien, quoi. Pour le poisson, t'es pas mal. Pour le poisson, ouais, mais je suis pas très très fan, donc écoute, c'est Ok. dommage. Et
pour vous, quelle importance vous donnez à, toi, Tanguy, au goût, on va dire, et toi, Ludovic, à la nutrition? On va commencer par le goût. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu... Fais-nous rêver un peu, fais-nous fais-nous kiffer là-dessus. Qu'est-ce que... Non, ouais, alors, tu vois, moi, il y a 4 ans, je suis arrivé chez Les Mouniers où j'étais, on a conservé l'étoile, puis tout se passe très bien. Et avec mon patron, on s'est dit, on va faire un menu 100% légumes, même au gastro en étoilé Michelin. Et ça a été bien noté dans le guide Michelin 2 ans après. Voilà, ils font des efforts sur le travail des légumes, un 100% végétal en étoilé Michelin. C'était encore pas très, très courant. Et là, les légumes prennent leur place. Donc, évidemment, ça passe par la qualité des légumes, mais il faut savoir jouer aussi sur les textures, sur les couleurs, sur les légumes. Le visuel compte beaucoup. Ce qui te donnera un appétit. Tu mettras plus facilement un coup de cuillère dedans. Nous, on a travaillé des superbes carottes des sables. Alors, les carottes, ça coûte pas cher. Alors, la carotte de sable, elle est 30 à 40 centimes de plus cher au kilo que la carotte classique. Mais au moins, elle est bien cultivée, elle n'a pas été lavée, donc elle n'a pas eu de contact supplémentaire avec des produits chimiques lors des lavages. Et voilà, on fait des jus de carotte, on réduit ce jus de carotte, et ça a autant de goût qu'un bon jus de viande. C'est un jus de carotte, on ne va pas chercher à avoir un goût de viande, mais ça a une texture sirupeuse, c'est exceptionnel. Donc, sur tous ces légumes-là, là, Ludovic est sur Marseille. Marseille, il y a plus le fenouil. Moi, je suis un malade de fenouil. Et, voilà, le fenouil, il se travaille en plein de façons. Il y a le bulbe de fenouil. Il y a les petites pousses en haut qui ressemblent à la nette et qui ont énormément de goût aussi. Et il y a le bois de fenouil. C'est le fenouil qu'on laisse pousser. Et à la fin de l'hiver, on coupe le bois de fenouil, on le fait sécher, on fait des infusions de malades. Donc, tout ça, voilà, après, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Faut avoir envie de cuisiner pour bien manger. Je crois que ça part aussi de là. Malheureusement, alors, les femmes au foyer ou les hommes au foyer, peu importe, se donnent pas le temps ou n'ont pas le temps ou parfois pas l'envie. Et c'est dommage, c'est la société qui est comme ça. Mais voilà, pour moi, le légume, c'est devenu une passion depuis 4 5 ans parce que ça prend une place fondamentale dans nos alimentations au quotidien et il faut que ça prenne une place fondamentale, notamment aussi pour l'environnement, voilà, pour laisser toutes les espèces marines aussi se régénérer parce que là, on est en train de détruire les océans. Enfin, il y a plein de choses, plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir, mais voilà, en France, on sait faire des beaux produits. Voilà, il faut donner la chance aux producteurs et aussi aller des fois mettre la main au portefeuille pour payer un peu plus cher son kilo de carottes, son kilo de fenouil. Et voilà, peut-être acheter un paquet de gâteaux en moins dans la journée ou dans la semaine. Voilà, faire des petits efforts au quotidien. Je pense que ça peut que améliorer la santé de chacun. C'est une question de priorité, alors du coup aussi, dans ce que je comprends, dans ce que tu dis, et je suis assez d'accord avec toi parce que je le vois, alors moi dans mon domaine, en tant que préparateur mental, on va beaucoup travailler les priorités. Quand on a un objectif, quand on veut atteindre un objectif, forcément, va falloir parfois modifier ses priorités. Donc là, par exemple, pour la cuisine, on passe beaucoup de temps sur les téléphones portables, mais moins de temps dans la cuisine. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc si on priorise un peu le bien-être, forcément, on va pouvoir modifier un peu son planning et puis passer du temps un peu plus dans la cuisine peut-être. Que ce soit bien sûr les hommes ou les femmes, parce que tout le monde maintenant travaille, tout le monde un planning chargé et on peut tous s'organiser. Et je voulais revenir sur ces priorités, du coup, avec toi, Ludovic, parce que dans des accompagnements que l'on a fait, est-ce que des fois, toi, tu prends en compte quand tu vas conseiller un type d'alimentation, d'ailleurs, je sais, j'ai même pas les termes en fait qu'il faut employer, donc si toi, tu peux les utiliser pour qu'on ait trois vocabulaires différents aujourd'hui. Ouais, Mais, plan alimentaire, on dirait. ouais. Et est-ce que tu vas prendre en compte, les menus qu'ils vont pouvoir que tes clients vont pouvoir faire ensuite. Alors, en fait, moi, disons que ce que j'ai Pardon, pour l'habitude être plus de clair, est-ce que tu prends la cuisine et le temps à passer dans la cuisine en compte ou pas du tout? Ah oui, totalement, parce que disons qu'il y a une première partie, enfin, il y a plusieurs parties dans mon schéma en fait de consultation. Une première partie où on fait un point sur les antécédents, sur le vécu, sur ce qui s'est passé, enfin un peu comme toi, où j'essaye de comprendre plus ou moins la personne. Ensuite, je lui demande ses habitudes alimentaires, ce qu'elle a l'habitude de faire, et également comment elle structure sa journée. Parce que en fonction de l'heure du réveil, l'heure du coucher, ce qu'elle fait comme travail ou autre, forcément, on a un certain mode de vie qui va
faire qu'il y ait une influence sur l'alimentation. Ensuite, suite à ça, en échange, mon rôle, c'est d'essayer de transmettre le maximum de connaissances à la personne pour qu'elle puisse être autonome ensuite. Parce que, disons que je ne peux pas faire les choses à sa place, je ne peux pas cuisiner à sa place, je ne peux pas prévoir les repas à sa place ou autre. Donc, en fait, globalement, à la fin de la consultation, je remets toujours un plan alimentaire avec un schéma sur la journée. Là, on est plus sur la partie nutrition, c'est-à-dire il faut à peu près tant de légumes, tant de féculents, tant de viande, produits laitiers ou autres, en fonction, voilà, vraiment, de manière vraiment adaptée à la personne, en fonction de ce dont elle a besoin, pour avoir, disons, globalement, un schéma nutritionnel qui lui correspond. Après, sur l'aspect diététique, donc sur l'art de s'alimenter, de faire ses repas, de manger, disons que là, je suis plus là pour conseiller. Parce que si je lui donne, par exemple, des menus, des plans alimentaires ou autres, si la personne a envie de sortir, d'aller au restaurant, ben, finalement, ce n'est pas inclus dans son menu. Si elle se lève, qu'elle a envie de manger, ben, par exemple, on parlait de fenouil, si elle a envie de manger du fenouil et que moi, je n'ai pas prévu ça ce jour-là, ça peut entraîner une certaine frustration. L'objectif, c'est que la personne puisse être autonome sur le long terme. Et si moi, je lui donne un menu avec tout de prédéfini, toutes les recettes, etc., la personne n'est pas autonome, elle dépend de moi. Donc, par rapport à ça, je donne pas mal d'astuces, donc adaptées en fonction de la personne. Par exemple, quelqu'un qui ne cuisine pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais plutôt l'orienter sur des choses qui vont être très rapides à faire, comme du surgelé, comme des conserves, ou alors des crudités où il y a juste à laver, à éplucher, à couper. Plutôt que de l'orienter sur, par exemple, tester la cuisson du chou-fleur, tester les brocolis, les choux, enfin les choses qui peuvent être un peu plus longs à préparer, qui peuvent demander plus d'organisation que la personne, alors que la personne n'a déjà quasiment pas de temps en cuisine. Donc on part sur des astuces et après j'essaye aussi de donner des axes d'amélioration, de conseils pour que la personne puisse se faire plaisir. Par exemple, on parlait des téléphones. Le petit avantage qu'il y a, c'est qu'avec Instagram, avec Marmiton ou autre, on a des idées de recettes, on a des idées de plats qui tombent tout le temps. Des fois, on ne sait pas quoi faire, on a des trucs au frigo. Allez, j'ai par exemple, on peut dire, on a du fenouil. Le fenouil, il suffit de chercher recette fenouil sur Internet, sur Instagram ou autre, et en fait, on a plein d'idées différentes. Il suffit de choisir celle qu'on veut. Et en fonction du temps de cuisine, de préparation, la difficulté, on peut sortir un plat qui soit correct. Après, il faut essayer de faire attention aussi à l'aspect nutritionnel. Si on est sur un plat plaisir, disons, occasionnel, il n'y a pas forcément de problématique. Par exemple, aller au restaurant, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, disons que l'art de la diététique aussi, c'est de découvrir des saveurs, de se faire plaisir. Et on peut se faire plaisir en cuisinant tout le temps, mais moi, je sais que des fois, c'est bien d'être à l'extérieur, de manger quelque chose qu'on n'a pas cuisiné, découvrir de nouvelles saveurs ou autres, surtout avec toi, Tanguy, du coup, qui est quand même assez calé, assez qualifié, du coup, pour pondre des recettes qui ont l'air très délicieuses. Donc voilà, je me suis un peu éparpillé, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais super. Déjà, pour faire un petit point, si j'ai bien compris, vous me redites, hein, et pour que tout le monde puisse bien comprendre, en gros, tu as la nutritionniste, tu as la nutrition. OK? Donc ça, Ludo, on va dire que tu es expert. On peut croire ou dire un peu que la gastronomie, ça peut être à l'opposé parce que c'est réputé pour faire des choses un peu plus grasses, machin et tout. Mais on peut voir avec Tanguy ce que tu nous as dit que ça, c'est plus forcément vrai. De nos jours, les codes ont changé un peu, ouais. Hein? Les codes ont changé un peu aussi. Les codes ont changé, voilà. Donc déjà, il y a des a priori qu'on peut gommer petit à petit. En plus, il y a quelque chose pour faire le lien, ça va être la diététique, un peu. Donc, d'après ce que tu nous as dit, Ludo, c'est pouvoir justement apprendre à cuisiner par rapport à son planning, par rapport à la nutrition, à ce dont on a besoin, et aussi se faire plaisir en même temps. Donc, c'est un peu le lien entre les deux. Et je vais rajouter, mais c'est ce que vous avez dit aussi, le plaisir, vous en avez parlé, surtout Tanguy, c'est pour être en bonne santé, de toute façon, il faut un apport nutritionnel qui soit on va dire, comment on peut dire, qui soit adéquat, qui soit équilibré. Équilibré, voilà. En plus, c'est un mot que j'utilise. Donc, qui soit équilibré, mais pour le bien-être, il faut être équilibré dans tous les domaines aussi.
Je sais que nous, on travaille dans différents domaines de vie. En fait, on va essayer d'équilibrer. Quand j'accompagne un sportif, le sportif, c'est pas que un athlète. Ça peut être aussi un papa, ça peut être aussi une tata, ça peut être voilà, il a une vie quoi. Et puis il y en a aussi qui ont d'autres passions et d'autres métiers autour. Et donc, on essaie d'équilibrer tout ça. Donc déjà, si c'est super important de bien s'alimenter et d'équilibrer aussi le plaisir avec la qualité, en fait. Faut trouver un espèce d'équilibre là-dedans. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de chercher à tout prix la perfection. C'est ce qu'ont souvent tendance à faire les personnes, surtout à partir du 1er janvier, donc ça va arriver. Le moment où on se dit, bon, à partir de maintenant, je mange équilibré, je me mets à faire 1 heure de sport par jour, je fais 10 000 pas, etc. Le problème, c'est qu'on voit que 90% des personnes, voire plus, ne tiennent pas. C'est pas qu'une question de mental, c'est aussi une question d'habitude, c'est-à-dire que on a changé radicalement on est passé de rien à tout. C'est-à-dire qu'on change radicalement toutes les habitudes et l'organisation qu'on a. Et c'est souvent ce qui fait qu'on échoue. Tandis que si on se fixe des petits objectifs pour atteindre à la fin de l'année, on va dire, ce stade de perfection, on aura beaucoup plus de facilité à y arriver parce que c'est des habitudes qu'on va prendre sur le long terme, plutôt que voilà, de se dire, allez, on est drastique, on y va à fond comme on a très souvent tendance à le faire. Après, juste pour revenir à cette notion d'équilibre dans la vie, c'est souvent quelque chose que j'essaye en fait de mettre en place. Pour te donner un exemple du coup qui va être assez drastique, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'avait contacté, donc que j'avais déjà pris en charge, qui m'a dit là je suis en train de reprendre du poids, j'arrive pas à arrêter de prendre du poids. Donc, je lui ai posé quelques questions sur ce qui a changé depuis les derniers mois où on avait fait un point. Et clairement, en fait, elle a eu beaucoup de décès dans sa famille. Au niveau de son travail, c'était très compliqué, ça allait pas. Donc, c'est aussi une personne qui vivait seule, donc qui n'a pas de soutien. Clairement, moi, je lui ai dit que je refusais plus ou moins de lui mettre en place un plan alimentaire parce que c'est, on va dire, le seul plaisir qui lui restait. Le Ok. problème, c'est que si, à côté de ça aussi, en fait, on se met dans un état d'esprit où on va essayer de faire attention, d'être un peu plus dans le contrôle. Le problème, c'est que, en fait, il ne reste quasiment aucun réconfort. Donc, de ce que moi, j'ai pu comprendre. Et disons que déjà, il y a des périodes dans la vie où c'est assez compliqué. Là, si en plus, on se rajoute des contraintes, on risque de pas faire long feu, quoi. Ça risque d'être assez compliqué psychologiquement. Donc, disons que par rapport à ça, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être dans la perfection. Il y a des hauts, il y a des bas, mais l'intérêt, c'est souvent de faire au mieux, en fait, au mieux qu'on puisse. Et si on a un restaurant, un anniversaire ou quelque chose, on peut chercher à faire au mieux ou alors chercher à se faire plaisir. Ça dépend, il n'y a rien qui est irrattrapable. Il n'y a jamais personne qui est mort suite à un repas, que ce soit dans un McDo ou un restaurant gastronomique. Donc, le tout, c'est un équilibre, que ce soit dans l'assiette sur le moment ou alors sur le long terme. Et du coup, avec tout ça aussi, pour faire un lien, moi, le but aussi, c'est de faire le lien avec le sport, parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont des sportifs et de haut niveau. Et j'aimerais faire un lien avec ce que tu as dit, Tanguy. Ça m'intéresse énormément quand tu as parlé de tes enfants, que tu leur fais sentir les légumes. En fait, je note plein de mots que vous dites et j'ai envie de vous parler pendant 3 heures, mais je suis obligé de sacrifier des mots et d'en choisir d'autres. Mais j'aimerais que tu nous parles d'essence. Est-ce que tu prends ça en compte pour ta cuisine? Et parce qu'après, je vais rebondir sur quelque chose qui va intéresser vraiment tout le monde. L'odeur, le toucher, tout Ouais, ça? l'odeur, le toucher, les couleurs aussi. Ouais, ouais, Est-ce que bien ça joue? sûr. Tu commences quand tu vas au marché, aux mines, dans les mines des différentes villes que j'ai été. J'ai fait les mines, c'est les gros marchés en fait où les restaurateurs vont chercher leurs légumes tôt le matin. Et il y en a partout en France, il y en a très gros à Nice, très gros à Nantes et forcément il y a Rungis à Paris. Et ben, tu vas le produit, tu vas le sentir, l'agrume, tu vas gratter un peu la peau, voir ce qu'il te dit quoi. Quand ça sent le bonbon, que c'est hyper vif, tu dis que c'est de la pleine fraîcheur. Quand la carotte, c'est pareil, tu viens avec ton ongle gratter un peu de carotte et que ça sent pas la carotte, tu te dis, bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu la terre. Donc, évidemment que la couleur, que le goût, que l'odeur, enfin, pour moi, c'est plus d'abord, moi, je suis très odeur, je suis très focal sur l'odeur parce que ça te donne beaucoup de perception sur les odeurs. C'est hyper, hyper intéressant. Et notamment aussi, là,
je suis en formation sur la dégustation de vin et on en vient aussi, l'olfaction sur le vin, c'est énorme, c'est indécelable tout ce qu'on peut ressentir. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'odeur. Et maintenant que je cuisine pas mal à la maison, vu que je suis à la maison en ce moment, et j'ai mon fils qui arrive, oh, ça sent ça, oh, ça sent ça. Et je suis content parce qu'il reconnaît l'odeur par rapport à ce que je suis en train de cuisiner. Et je suis sûr et certain qu'il ne l'a pas vu avant. Donc, ça veut dire que c'est une approche éducative parce que moi, je suis dans ce délire-là. Mais je sais qu'il sera attaché à la nourriture grâce ou à cause de ça. Ok. Et évidemment que c'est un point essentiel. Ça fait partie de la qualité des légumes. Tout ça, la couleur, l'odeur et bien sûr, après, le goût vient après. Tu ne peux pas toujours tout goûter. Tu ne vas pas te mettre à tout goûter partout. Mais en général, c'est un bon indicatif de qualité et voilà. Et quand tu fais un plat, quand tu élabores un plat, parce qu'on le voit à la télé souvent, et ça, je veux savoir la vérité. Non, mais tu le dessines aussi et tu prends en compte aussi les couleurs, tout ça. Quand tu vas Ouais, te alors, présenter dans l'assiette, ça va jouer sur l'appétit et ça va donner ouais, envie. bien sûr. Ça joue, un plat, ça se décide sur. Tu as envie de faire un produit. À la montagne, on faisait beaucoup d'omble chevalier ou de truite, c'est un poisson de rivière. Et parce que j'évitais de faire trop de poissons de la mer, même si j'adore ça. Mais bon, on était quand même à 500 km de la Méditerranée. Donc, il faut être, faut Cohérent. être un peu, faut être un peu rigoureux là-dedans et honnête avec soi-même. Et on cherchait la forme de l'assiette aussi qui accompagnait. Ouais. Ça peut être une assiette plate ou une assiette creuse pour soit ouvrir le sensoriel de la vue sur l'assiette plate, ou la creuse, ça, tu vas plonger un peu dedans, donc c'est-à-dire que tu vas tout de suite ressentir les odeurs, les effluves du plat. Donc ça joue sur ça. Et moi, je ne fais pas des dessins, parce que je suis pas un grand dessinateur, mais c'est vrai que je faisais des schémas, rien que pour mes équipes et tout ça. Ça permettait de. Parce que quand tu es cuisinier, tu es un peu tout seul dans ton monde à créer le truc. Tu n'es pas forcément en adéquation avec tout le monde. Et voilà, ça permettait à tout le monde d'être sur un pied d'égalité, de comprendre bien le. Même si c'était qu'un schéma, ils comprenaient tout à fait avec les flèches et tout. On faisait des petites. Voilà, quelque chose de très basique, mais tout le monde comprenait. Et c'était hyper intéressant parce que, évidemment, je suis un chef de cuisine, mais j'avais 10 mecs derrière moi. Derrière, il y en avait toujours un. Ah, moi, je mettrais ça, je mettrais ça. Et souvent, ça matchait bien avec les idées de trois qui arrivaient. Et que, voilà, il faut pas être seul dans sa tête quand tu crées un plat. C'est intéressant aussi la notion de brigade. En cuisine, c'est un peu comme à l'armée. Tu es un groupe, tu es une équipe. Et voilà, on se mettait tous à la construction des assiettes et des plats. Et c'était hyper intéressant. La Donc, ça cohésion. joue aussi sur la forme des assiettes. Le moment où le plat va arriver dans le menu aussi. On faisait beaucoup de. Alors, moi, j'aimais bien faire un poisson-viande en entrée, suivi d'un poisson-viande en plat. Donc, ça faisait 4 plats. Donc, tu faisais du poisson-viande, du poisson-viande. C'était un peu déstabilisant pour mon sommelier parce que le poisson, c'est avec le vin blanc, le plat, c'était avec Ah oui. le vin rouge. Donc, ça déstabilisait un peu. Mais ça l'amusait aussi beaucoup de jouer avec ça. Donc, c'était plutôt intéressant à ce niveau-là aussi. Ça a répondu à ta question, mais Ah si, 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 si. Puis même, donc, du coup, ça m'éveille d'autres choses. Euh, du coup, par rapport à bien manger, on peut voir que ben, ce qui attire les gens dans la gastronomie, ça va être donc les goûts, les odeurs, le beau aussi. Mais ça, c'est comme tout, c'est la contemplation du beau. Ça libère de la dopamine. Donc, quand on est devant un beau plat, puis maintenant, on sait que les gens, ils kiffent prendre ça en photo, partager sur les réseaux, etc. Donc, quand ils sont devant quelque chose de beau, forcément, ça leur fait du bien quoi qu'il arrive, avant d'avoir mangé, déjà l'assiette leur fait du bien. Et je pense que du coup, ben, ça peut être un élément à prendre en compte pour les gens qui veulent mieux manger et se faire plaisir, et ben, peut-être se faire plaisir avec de belles assiettes et prendre en compte justement tous ces aspects. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui peut nous aider à mieux manger et donc se soucier de ce qu'on a dans l'assiette, se soucier de comment on va le préparer et, et se soucier bah, de ce qui va en découler en fait après. Est-ce qu'on va être content de ce qu'on a fait? Et ça va influencer ben, notre équilibre, notre bien-être. Et je pense que ouais, tous ces aspects sont à prendre en compte en fait. ouais, la Et satisfaction personnelle de savoir, de s'être fait à manger, d'être content de ce qu'on a fait, c'est aussi psychologiquement hyper intéressant. ouais, ouais. Et c'est ça qui m'intéresse et ça rejoint un petit peu une personne que tu avais accompagnée, Ludovic, bah, que j'accompagnais et du coup qui avait travaillé avec toi aussi sur l'aspect nutrition. Et donc il y en avait plusieurs où en fait, moi ce que je travaillais avec eux une fois que tu les avais vus, donc toi tu avais fait toute la liste de ce qu'ils pouvaient manger au petit déjeuner. En plus souvent c'était des sportifs, donc il fallait un apport assez important et ça ils le prenaient pas forcément en compte. Ce qu'ils mangeaient n'était pas suffisant par rapport à ce qu'ils dépensaient.
en énergie, en fait. Euh, et j'insiste beaucoup sur la prise d'énergie, donc avec l'hydratation, l'alimentation, la respiration, parce que l'air qu'on respire aussi, ça fait partie de notre essence, et la récupération. Donc tout ça, c'est l'apport d'énergie. Et si on se dépense plus qu'on récupère ou ce qu'on a comme énergie, ben ça va pas. Et un sportif peut pas être performant. Et quelqu'un dans la vie quotidienne ne peut pas être non plus performant, prendre les bonnes décisions, etc. Si on n'a pas ces apports qui sont surveillés. Et pareil, je m'éparpille un petit peu parce que je veux parler de tout, mais pour ce que je faisais avec les athlètes que tu avais vus, Ludo, c'est on travaillait après sur comment tu vas utiliser ça en fait. Ok, tu sais ce que tu dois manger maintenant et tu sais ce qu'il te faut, l'apport qu'il te faut, mais comment tu vas utiliser ça? Et donc déjà, on passait souvent la nutrition en priorité parce que c'est la prise d'énergie et tu en as besoin pour performer. Donc déjà, on modifiait la place de la nutrition dans son quotidien. Ça, c'était super important. Et ensuite, eh ben, on pouvait faire des jeux ou faire des choses et sortir des menus. Par exemple, on écrivait un menu sur la semaine. J'ai même jusqu'à été faire des listes de courses avec certains sportifs, mais c'était nécessaire en fait. Je lui ai dit, ben, il faut que pour la prochaine fois, tu aies ta liste de courses qui soit prête avec tout ce qu'il te faut, parce qu'en fait, il y a souvent cette notion d'effort. Donc là, c'est pour les deux. Toi, quand tu nous parles d'équipe pour faire à manger, Tanguy, du coup, on se rend compte que pour faire des beaux plats et tout, c'est vraiment, bah, c'est de l'art et c'est un truc, bah, faut être une équipe, il faut du monde et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion réunie pour sortir quelque chose. Et Ludovic, toi, de ton côté, on se rend compte qu'il faut beaucoup de temps parfois et les gens n'en ont pas forcément. Voilà, il faut sacrifier pas mal de choses pour réussir à bien manger. Et quand on mélange tout ça, il faut prendre, faut que la nutrition change de place en fait dans notre, faut que ça devienne une priorité. Euh, je reviens sur ce que je voulais dire au tout début, sur l'essence, quand je t'ai posé la question, parce que ce qui est important pour les sportifs, ou ce que j'entends dans les accompagnements, même de non-sportifs, c'est j'arrive pas à profiter du moment, j'arrive pas à profiter de l'instant, etc. Et ça, c'est un peu un mal-être à cause du stress, à cause de plein de choses. Et je pense que tout le monde a entendu parler de la méditation de pleine conscience. Et j'utilise ça dans mes séances maintenant. C'est utiliser l'essence pour se recentrer sur l'instant présent. Donc ça va être un conseil pour limiter l'anxiété, parce que quand on est anxieux, c'est parce qu'on va se faire un peu des films sur le futur un peu négatifs, des scénarios catastrophiques un peu, ou alors quand on repense au passé et qu'on est chamboulé. Et pour éviter tout ça, pour favoriser le bien-être, donc soit dans la performance, pour être plus performant, ou soit dans la vie, pour se sentir mieux, et ben, il faut se focaliser un peu plus sur l'instant présent. Et pour ça, on va utiliser l'essence. Et c'est un peu une philosophie de vie aussi, la méditation de pleine conscience, où on va pouvoir le faire en cuisinant. C'est là où je fais le lien, l'essence et la cuisine. Parce que, donc ça, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà proposé des séances comme ça à certaines personnes. Et là, pour le coup, c'est pas que des sportifs, euh, où on va utiliser l'essence pour se recentrer sur l'instant présent. Donc, sentir ce que l'on va faire, le toucher aussi, toucher les légumes, la texture, les couleurs, donc le visuel, l'auditif aussi, quand on fait cuire avec le bruit dans la casserole, etc. Et en fait, ça, c'est des exercices exceptionnels pour le bien-être. Donc, en gros, je ne sais pas que je vais vous faire notre promo absolument, mais si on fait appel à Ludo pour savoir ce qu'il faut manger et qu'après on se prend un peu pour Tanguy et qu'on se met au fourneau, eh ben, c'est pas que pour manger, c'est pour le bien-être de toute une famille, pour la confiance en soi, pour la motivation. En fait, tout rentre en compte. La cuisine, pour moi, c'est un outil exceptionnel pour reprendre confiance en soi, pour kiffer la vie, pour se sentir bien et pour ouvrir de nouvelles portes, en fait, pour faire plaisir aux autres. Tu parlais de plaisir, Tanguy, pour le partage, pour plein de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et est-ce que vous aussi, vous l'utilisez comme un outil? Ou est-ce que vous communiquez comme ça? Parce que moi, c'est ce que je fais. J'ai l'impression que je suis un passionné de cuisine, mais ça m'arrive de me prendre pour Tanguy des fois quand je me prends pour un cuistot. Moi, quand je fais à manger, je fais des croque-monsieur, je me prends pour un dingue. Ah, mais si c'est fait avec le cœur, avec l'envie de faire plaisir, c'est hyper important Voilà. déjà. Donc c'est voilà, c'est tout ça la cuisine, hein. Si tu fais même un produit que tu l'aimes pas, si tu sais que ça fera plaisir à un tel ou un tel de le manger, tu prends plaisir à le préparer. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne.
Et voilà, moi j'ai des clients qui ont eu des demandes particulières. Ils voulaient absolument, je me rappelle, j'avais une carte piscine à faire l'été au chalet et ils voulaient absolument un club sandwich. Et moi, je faisais pas de club sandwich. Et ben, je savais, il avait réservé et tout à tel. Je lui avais préparé un club sandwich de l'espace, quoi. Un truc trop bien monté. Le client, il m'a appelé en ça, il m'a dit merci Tanguy, t'es exceptionnel, j'ai trop kiffé le moment. Ouais, il a adoré ce moment-là. En plus, je lui ai fait plaisir. Alors, je suis pas un fan du club sandwich. Et pour moi, c'est pas mon délire. Ah Mais ouais. je savais que ça allait lui faire plaisir, donc j'ai pris finalement du plaisir à lui faire. Mais juste rapidement, c'est quoi un club sandwich de l'espace? Parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as sublimé un club sandwich? Non, t'as pas sublimé, mais déjà, un club sandwich, c'est quoi? C'est du pain. Donc, tu prends un bon pain. Moi c'est mon pâtissier qui me le faisait. Tu prends un vrai pain. La salade que tu viens émincer au dernier moment avec une mayo minute. Une tomate de plein champ, juste émondée. Tu coupes en tranches assez fines. Tu la laisses dégorger pour pas qu'il y ait plein d'eau dans ton club sandwich. Tes œufs durs, les œufs, évidemment, tu prends des œufs de plein air. Tout ça, tu prends tes œufs, tu les cuis comme il faut, tu les coupes en tranches. Voilà, tu fais ton blanc de dinde que tu as cuit sous vide avec de l'ail, du thym, tranquillement, tu coupes ça en tranches très fins. Tu vas mettre 3 cure-dents dedans, tu montes tout ça. C'est hyper bon, hein. Franchement, c'est hyper bon. Bah ouais, j'imagine. Mais tout part du produit, tout part de la façon de faire, mais tout le monde est capable de le faire si on s'en donne un petit peu les moyens. Une mayonnaise de maison, c'est plus personne n'en fait. Plus personne n'en fait. Donc voilà, Merde. c'est dommage. C'est 3 éléments. Ma mère, elle l'a fait. Et Ouais. elle n'en fait que pour moi. Mais c'est pour ça que j'évite d'y aller des fois. Et Ludovic, franchement, il faudrait qu'on travaille encore plus, main dans la main, pour ce genre de truc, parce que à chaque fois que tu as vu des personnes que j'accompagnais, derrière, et ben, on a pu travailler dessus, en fait. Et en plus, bah, les personnes, elles sont plutôt fières. Et elles se rendent compte, elles se prennent de passion bah, pour elles-mêmes, en fait. En fait, pour l'estime. Parce que quand tu te fais ton propre repas, quand tu prends soin de toi, eh ben, c'est l'estime aussi qui remonte. Donc, d'où la confiance après par la suite. Est-ce que des Après, fois, tu as des demandes, voilà, est-ce que tu détectes des choses chez les gens où finalement le problème, c'est pas ben, que la nutrition et c'est. Bah ouais, quels sont les types de patients que tu peux voir? En fait, par rapport aux réticences des gens, moi, je suis souvent face à la réticence, c'est-à-dire, ouais, voilà, faut que je me reprenne en main, ça va pas du tout, faut que je change tout. Donc, c'est souvent des personnes qui ont très peu confiance en elles et qui ont beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire, ben, en fait, bien manger, c'est manger que des légumes, voilà, c'est se restreindre, avoir faim tout le temps. Et du coup, souvent, quand je me mets à leur expliquer plus ou moins, voilà, tel aliment sert à ça, l'autre aliment sert à ça, etc. Enfin, du coup, on a besoin un peu de tout, il suffit juste de mettre de l'ordre. Là, les personnes sont assez surprises puisqu'elles se disent, bon, en fait, ce que je fais n'est pas si mauvais que ça, il suffit juste de mettre un peu plus d'ordre et également, je peux continuer à me faire plaisir. Parce que souvent, on se dit, bon, faut supprimer quoi, j'ai le droit à quoi, c'est souvent les questions face auxquelles je suis confronté. Mais du coup, c'est souvent ces idées reçues-là qui font que les gens arrivent plombés, en fait. Et également, enfin, par rapport à moi, du coup, c'est aussi tous les régimes bateaux, en fait, qu'il y a, qui font que ces personnes-là, en fait, se sont affamées pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et les personnes se disent, bon, je vais refaire un régime comme ça. Et quand moi, j'essaie de leur expliquer de manière sensée, bon, écoutez, on va essayer de faire un truc long terme, quelque chose qui va fonctionner et où, en fait, vous maintenez plus ou moins vos habitudes, mais on cherche juste à mettre un peu plus d'ordre derrière. Là, les personnes sont assez contentes. Et par exemple, là, moi, j'ai accès à une balance, du coup, on peut dans se mettre qui permet de dire avec précision l'évolution de la masse grasse, la masse musculaire, tout ça. Ben là, dernièrement, j'ai deux personnes, une personne qui a voulu perdre du poids et une autre qui a voulu en prendre. Les deux sont arrivés au bout de 15 jours, 3 semaines, en me disant, bon, j'ai pas perdu, j'ai pas pris de poids, enfin, voilà, c'est stable, j'ai l'impression de pas faire ce qu'il faut. Et quand elles sont montées sur la balance, ben, celle qui devait perdre du poids a perdu 600 grammes, mais elle a pris 2 kilos de masse musculaire, elle a perdu 2 kilos de masse grasse quasiment. Et celle qui devait prendre du poids, elle a pris 200 grammes de masse musculaire et 500 grammes de masse grasse. Bon, après, voilà, c'est la logique, parce que niveau masse grasse, ça a été quand même très, très basse. Mais du coup, les deux, en fait, sont sur l'atteinte de leur objectif. C'est juste que
Enfin, on se dit souvent que ça évolue pas quand on a un regard sur soi-même, on n'est jamais satisfait. Là, le fait d'avoir quelque chose de mathématique, scientifique qui leur montre que c'est en bonne progression, derrière, elles sont super contentes, super satisfaites. Il faut que les efforts se voient sur le long terme. Il faut que ça fonctionne sur le long terme parce que souvent, mentalement, en fait, on se dit je veux arriver à tel résultat. Et du coup, en fait, sur le moment, quand on voit qu'on n'arrive pas vers le résultat, en fait, on oublie souvent que voilà, je mange bien, je fais une activité sportive, je me sens mieux dans ma tête. On oublie souvent tous les points positifs qu'on a sur le moment et on reste trop focalisé sur l'objectif long terme en fait, qu'on a. Donc, des fois, c'est pas mal de se. Voilà, comme toi, tu as tendance à faire, je sais, dans tes accompagnements, de bien expliquer, voilà, il faut rester en confiance, il faut se souvenir de tout ce qu'on a bien fait, que ce soit à la fois pour une prépa sportive, sur le plan alimentaire ou même sur autre chose, pour pouvoir se sentir bien. Et aussi, je pense que c'est mon avis parce que j'en ai qui viennent pour des objectifs et souvent leur objectif, c'est perdre du poids, par exemple. Alors, j'en ai très peu, c'est par période. Donc là, ça va arriver après les fêtes Le 1er janvier. et avant l'été. Et, et en fait, je pense que souvent aussi, les gens se trompent d'objectif. Alors là, on parle plus trop de nourriture, mais juste si ça permet de parler de ça un petit peu. Les gens se trompent d'objectif. Souvent, c'est pas forcément perdre du poids qu'ils veulent. Alors ça, ils veulent perdre du poids, c'est ce qu'ils croient savoir. Mais finalement, ils veulent changer de silhouette. Parce que c'est leur silhouette qui leur plaît pas. Le poids, on en a rien à foutre, en fait. Donc ça, c'est pour les gens plus dans la vie quotidienne. Après, j'ai des sportifs où ils font très attention au poids et la silhouette, ils s'en foutent. Mais je pense que déjà, dans la fixation d'objectifs, il faut pas se tromper. Et quand on fait du sport et qu'on prend du muscle, eh ben on peut prendre du poids, mais la silhouette peut s'affiner. Et c'est là où il ne faut pas se tromper aussi dans la fixation d'objectifs, et je reviens souvent là-dessus. Et donc c'est comme un rapport à la nourriture, c'est un rapport aussi au poids. Finalement, le poids, c'est pas mauvais, ça dépend qu'est-ce qui pèse, quoi. Si c'est du gras ou du muscle, c'est pas tout à fait pareil. Donc ouais, je voulais juste revenir un peu là-dessus parce que c'est des choses que je vois souvent, donc ça peut aussi peut-être servir aux gens qui nous regardent de prendre conscience de ça. Il faut pas trop faire attention au poids. Une question que je vais vous poser à tous les deux. Qu'est-ce que la malbouffe, finalement? Qu'est-ce qui n'est pas bon, à votre avis? Qui commence? Vas-y, Ludovic. Vas-y, je vais commencer. Bah, en fait, pour moi, c'est tout simplement avoir une alimentation qui n'est pas adaptée à ses besoins. Pour moi, la malbouffe, c'est autant manger extrêmement gras, extrêmement sucré, que de manger de manière très restreinte, donc pauvre en sucre, pauvre en gras. L'objectif, c'est surtout en fait d'avoir quelque chose qui corresponde à ses besoins. Donc, par exemple, un sportif de haut niveau qui a des dépenses caloriques de 3 500 calories par jour, si elle mange que des légumes avec des protéines, pour moi, ça, c'est autant de la malbouffe que quelqu'un qui reste assis sur son canapé à manger du chocolat et des chips. Parce que la personne nuit à sa santé et n'apporte pas ce dont son organisme a besoin. Ok, donc pour toi, ouais, la malbouffe, c'est pas forcément, ouais, c'est si on mange pas correctement par rapport à l'exigence de notre quotidien. C'est ça un peu? C'est ça. C'est Ok. ça. Par exemple, pour te donner un exemple, bon, j'ai pas besoin d'expliquer ce qui arrive à une personne qui est sédentaire et qui mange du chocolat et des chips sur son canapé, mais par rapport à un sportif qui va être en sous-alimentation, qui va pas réussir à couvrir ses besoins autant sur le plan protéines que sur le plan des glucides, vitamines, magnésium ou autre, bah, la personne en fait risque de se faire, on va dire, en risque le moins important, risque de se déchirer les muscles, risque d'avoir des blessures ou autre, voire même d'aller beaucoup plus loin. Si sur le long terme, on a une mauvaise hygiène de vie, on ne s'alimente pas de manière correcte, ça peut avoir des répercussions sur le cœur. Donc disons qu'on parle souvent du risque pour les personnes sédentaires de ne pas assez bien manger. Mais alors, il y a des études, puisque j'avais fait une formation pour la nutrition du sportif. Dès le début, on nous avait dit qu'il y avait, je crois, 8 sportifs sur 10 qui se sous-alimentaient. Ouais. Donc, enfin, il me semblait, c'est de tête, enfin, c'était un chiffre qui m'avait assez choqué. Donc, il y avait plus de 50% des sportifs qui se sous-alimentaient. Parce que vu qu'on a un objectif de poids, de silhouette, de forme ou autre, on se dit, voilà, je ne veux pas prendre de poids, donc je ne vais pas trop manger. Certes, le poids, du coup, on n'en prend pas, mais par contre, derrière, le muscle, l'organisme n'a pas ce qu'il faut pour bien se régénérer. Et c'est souvent ce qu'on a. On a des blessures qui surviennent. Donc, pour moi, la malbouffe, voilà, comme je t'ai dit, c'est surtout avoir des apports qui s'éloignent trop de ce dont on a besoin. Ok. Et pour toi, Tanguy, c'est quoi la malbouffe?
Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec ce que dit Ludovic. Après, moi, je traduirais par c'est un excès de tout. C'est un excès de sucre, c'est un excès de gras, c'est un excès de gluten. On trouve ça énormément dans les plats préparés. Même les plats, soi-disant, qui vont te faire, de très grandes marques, qui vont te faire, soi-disant, maigrir. Tu regardes la composition des plats, tu pleures. Donc, il y a des adjuvants et qui vont pas du tout, qui n'ont rien à faire, qui ont rien à faire dans la nourriture. Donc, tu ingères quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Donc, la malbouffe vient de là. Évidemment, il y a les fast-food et des trucs comme ça, mais ça fait aussi. Les fast-food, je pense qu'ils sont utiles parce que c'est quand même une notion de plaisir. C'est une notion de plaisir où les jeunes peuvent se retrouver. Donc, moi, je ne vais pas crier, je ne vais pas dénigrer. J'y vais aussi hein, dans les fast-food. Donc, je ne vais pas les nommer, mais on les connaît tous. Et voilà, tant que c'est fait pas régulièrement, justement. Mhm. Là, la malbouffe, faut éviter de prendre de mauvaises habitudes. Je pense qu'à partir de là où on s'octroie un peu de plaisir, encore une fois, c'est ce que revient à Ludovic, si on est trop restrictif, si on est dans de la nutrition punitive, ça marchera pas. Ouais. Donc, voilà, faut se connaître, faut apprendre à écouter son corps, je pense aussi, et puis savoir quand on dépasse un peu les bornes. Merci, Ouais, coach. c'est exactement ça. Parce que par exemple, un McDo, une fois par mois, si, enfin bon, si on n'est pas en période de fête ou on n'enchaîne pas les restos, les repas, on va dire, lourds, c'est pas forcément quelque chose de trop déséquilibré, puisque si 90% du temps on a des apports qui sont équilibrés, c'est pas un McDo qui va ruiner les choses, qui va faire qu'on va avoir des problèmes de santé ou du cholestérol ou autre. C'est par contre effectivement la répétition qui va faire que derrière, ça peut avoir des répercussions. Voilà, même si bon, je ne dis pas que le McDo c'est quelque chose de très équilibré, euh, qu'il faut y aller voilà, en étant de poussière ou autre, mais disons D'accord. qu'une fois de temps en temps, j'y vais, Tanguy y va, toi aussi Rémi, peut-être que tu y vas, je Ouais. sais pas. Jamais de Tu la vas vie. jamais? Jamais de la vie. Non, je rigole. Non, ça m'arrive, ça m'arrive. Mais alors, c'est très, très rare. C'est très, très rare maintenant. Avant, j'y allais tous les dimanches quasiment. J'exagère un peu, mais maintenant, j'y vais beaucoup moins. Ouais. Mon Ouais, corps ouais, se donc porte moins bien qu'avant. Bah, tu vois, tu as écouté donc ton voilà, corps. ouais, c'est ça, c'est J'écoute mon juste une corps, question en fait l'essence de d'ordre tout. en fait. C'est comme le Nutella. Le Nutella, c'est le mal, c'est le diable. Le truc, c'est que si on en mange une cuillère à café de temps en temps au petit déjeuner, c'est pas ça qui va faire que on va faire un infarctus le lendemain. Non, c'est juste une question D'équilibre, encore enfin, une fois. on va dire de modération, d'équilibre, c'est ça, de quantité et de gestion. Donc, équilibre. Après, pas prendre de mauvaises habitudes et manger adapté. C'est un peu ce qu'on retient là pour le coup. Écouter son Faut corps. pas avoir l'impression de se punir à chaque fois qu'on met quelque chose dans sa bouche non plus. Donc, Ah ouais, voilà. ouais. Ouais, parce que pour Ouais, moi, la c'est ça. malbouffe, c'est les produits, tu vois, c'est les trucs, ben, comme tu dis, les plats tout cuisinés où c'est blindé de sel. En fait, pour moi, la malbouffe, c'est les attrapes, j'ai pas envie de dire con, parce que c'est pas vrai, c'est les gens qui manquent un peu d'éducation en termes de nutrition, je Oui, pense. Mais aussi. c'est On ça. peut dire ça. Et quand on croit bien faire et qu'on se fait avoir parce qu'on n'y connaît rien, moi, le premier, je sais pas lire une étiquette. Tu vois, sur les côtés des boîtes. Là. Je sais, quand je mange un truc, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et souvent, même, on fait confiance. Et on fait confiance au magasin dans lequel on achète et tout, aux marques. Des fois, on dit, ouais, c'est de la marque, c'est meilleur. Mais non, évidemment, on sait que non. Justement, eux, ils connaissent mieux notre cerveau que nous-mêmes. Et ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et le but, c'est qu'on consomme pour gagner de l'argent. Donc, après, il faut pas croire que tout ce qui est de la marque ou tout ce qui coûte plus cher, c'est forcément meilleur. Et c'est pas comme ça, c'est plus justement avec l'essence qu'on va pouvoir choisir les choses en, en s'intéressant Et plus à son environnement. ouais, c'est souvent le cas pour les produits bio, par exemple. On se dit, ah, c'est des galettes bio, donc du coup, je peux en Ah manger oui, sans culpabiliser. Donc, on a tendance à en manger en outrance. Le truc, c'est que bon, c'est c'est peut-être pas très des sucres sucré. raffinés, c'est des sucres, par exemple, de fleurs de coco ou autre, mais ça reste du sucre quand même. Il y a quand même du gras aussi. Donc, c'est quelque chose à intégrer dans son alimentation de manière adaptée. Mais c'est pas que c'est bio, que c'est free et qu'on peut y aller C'est à pas un foison. médicament, quoi. C'est pas un médicament. Parce que C'est ça. ça m'est déjà arrivé, ça. Je me dis, ouais, c'est des gâteaux bio. Allez, je peux en manger plus. Mais et puis, ça va me faire du bien à mon corps. On croit que le bio fait du bien à son. Et c'est ça aussi, moi, qui m'énerve. C'est un peu ça le problème, c'est que
on va mettre, on croit que le bio, en fait, pour moi, le bio, c'est normal, finalement. C'est ça, C'était avant. c'est ce qui est C'était bio. C'est le c'était avant. naturel, c'est la norme. Et on devrait, justement, bah, on ne devrait pas signaler que c'est bio. On devrait plus signaler que le reste, c'est de la merde, un peu, finalement. Et Ouais, c'est ça. un peu le monde à l'envers, là-dessus. Après, des Et, fois, c'est bio aussi, mais le procédé de fabrication est pas. En fait, c'est pas que c'est bio, qu'il n'y a pas d'additifs, qu'il y a pas de, comment dire, enfin, de transformation chimique ou autre dedans. Il y a aussi ça le piège, c'est que les ingrédients sont bio, mais que derrière, bon, il n'y a rien qui interdit d'avoir des additifs dans le bio, par exemple. Donc, certes, ce sera, on va dire, meilleure qualité que quelque chose qui n'est pas bio, mais voilà, c'est pas pour autant que c'est un aliment sain de A à Z. Alors après, il et faut faire assez attention au marketing. C'est comme le beurre de cacahuète, par voilà. exemple. J'avais fait une petite vidéo là-dessus récemment, mais souvent on le vend comme source de protéines, source de fibres. Le truc, c'est que pour avoir l'équivalent en protéines, par exemple, d'un steak haché, bah, le beurre de cacahuète, il faut en consommer allez, un peu plus de 200 grammes. Ce qui fait que tu te prends 100 grammes de matière grasse comme ça dans le bide. Donc déjà, il faut réussir à les digérer. Je suis pas sûr que la plupart des gens réussissent à digérer, on va dire, un petit pot de beurre de cacahuète d'un coup. Et à côté de ça, ça fait quand même l'équivalent d'un petit verre d'huile au niveau, en termes de matière grasse. Et pourtant, au niveau marketing, on en consomme comme si c'était quelque chose de sain, de bon, de bien meilleur que le beurre ou l'huile. Donc, c'est pour ça, il faut faire assez attention. Et c'est pour ça que moi, durant mes consultations, dès la première consultation, en fait, j'essaye d'expliquer aux personnes à peu près les apports sur le plan alimentaire pour qu'elles puissent ensuite mieux comprendre au moment des choix, que ce soit en supermarché, chez le primeur ou autre, les choix qu'elles font. Ok, alors on s'approche de la fin, on va bientôt finir, mais j'ai encore une question. En gros, c'est bah, pour tous les deux, quels conseils vous pourriez donner par rapport à votre point de vue justement sur la nourriture et la cuisine? Quels conseils vous pourriez donner à des gens qui n'ont pas trop le temps de cuisiner et à des gens qui connaissent pas trop aussi ben, les aliments? Quels conseils vous pouvez leur donner, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'il faut cuisiner en famille. Et alors, c'est sûr, des fois, on n'a pas le temps, mais le week-end, tu prends un peu de temps avec ta famille, tu prends une heure et demie le dimanche matin et tu fais un peu de mise en place. On appelle ça la mise en place pour la semaine à venir. Tu vois, tu fais éplucher les carottes à tes enfants. Il y a des économes qui sont super safe. Tu lances des purées de carottes, des trucs. Tu congèles des petites portions comme ça et tu reviens. Alors, tu fais pas tous les repas de la semaine, mais un ou deux repas de la semaine comme ça que tu planifies. Et le jour J, tu as vu, c'est la purée de carottes qu'on a fait ensemble, c'est les pommes de terre qu'on a épluchées, enfin, tous ces petits trucs, les crevettes qu'on a décortiquées ensemble. Enfin, c'est des choses sur lesquelles il faut intéresser. Je pense que la nourriture, ça fait l'éducation sur la nourriture, ça fait comprendre beaucoup de choses aux enfants. Parce qu'on parlait de Nutella tout à l'heure avec Ludovic. Et moi, mes enfants, ils veulent plus acheter de Nutella parce qu'on leur a dit que ça détruisait les forêts et tout ça. J'aurais dit oui, c'est très bien, hein, c'est sûr, c'est pas cool. Mais ils préfèrent une autre marque, Noitelix par exemple, où c'est un truc plus autour de Grenoble, où c'est la pâte à tartiner de bonne maman. Mais j'ai pas été chercher voir si c'était mieux. Mais encore une fois, on est sur les lobbies. Voilà, Nutella s'est fait un peu défoncer là-dessus, mais c'est pas pour ça qu'ils en vendent moins, hein, au contraire, je pense. Et voilà. Mais ouais, cuisiner ensemble. Encore une fois, en cuisine, on est une brigade, on cuisine ensemble avec ses enfants, leur permettre de comprendre les légumes, de faire un peu avec eux. Alors même si on n'est pas un champion, maintenant on a les super robots ménagers quand même. Alors, ok, ça coûte un peu cher au début, mais je pense que voilà, on peut faire des cuissons vapeur, on peut faire plein de choses dedans qui sont hyper intéressantes et où il y a peu d'apport de matière grasse qui pourrait être super sympa avec les enfants. Voilà, moi, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est de s'avancer un peu le week-end, prendre un peu de temps en famille, plutôt que quand il fait un temps un peu pourri dehors, et voilà, de prendre le temps de faire quelque chose en famille sur lesquels on retrouvera sur les prochains repas. Ouais, c'est ça. Donc, toujours le partage, cuisiner ensemble, en famille, passer un bon moment. C'est ça, en fait, la cuisine, c'est pas que pour faire à manger. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, et il faut en prendre conscience. C'est pas que faire à manger, c'est travailler plein d'aspects.
Et surtout de l'éducation, je voulais rebondir dessus tout à l'heure, mais on a trop de choses à dire. Mais l'éducation, ouais, c'est de l'éducation à la nutrition, à tout en fait, hein. C'est comme tous les aspects de la vie qui sont utiles pour être équilibré et pour être en bonne santé. Toi, Ludovic, quel conseil tu donnerais? Mais moi, je suis totalement d'accord avec Tanguy. Après, l'objectif, c'est surtout que ça puisse être un minimum ludique pour la personne. Donc, bon, là, si on a des enfants, c'est sûr, c'est tout bénef, c'est génial. Après, moi, je me retrouve souvent avec des clients qui n'ont pas le temps, enfin, qui ne veulent pas trouver le temps, qui n'ont pas d'enfants, qui vivent seuls aussi, parce que quand on vit seul, prendre du temps pour cuisiner, c'est bien, mais le problème, c'est que si on ne partage pas, enfin, c'est le partage qui prime dans toutes les activités de la vie, c'est le partage qui fait qu'on a envie de réussir. Mhm. Quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse se faire sur le long terme, qu'on puisse inclure dans un quotidien. Donc, que ce soit un robot ménager qui peut faire quasiment tout. Aujourd'hui, on a des robots ménagers qui font tout, comme le fameux Thermomix. Que ce soit voilà, essayer de faire du batch cooking, donc le dimanche, ou alors de s'avancer pour avoir, admettons, des pâtes ou du riz pour la semaine, avoir déjà précoupé les carottes. Ça peut être très intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le pire des cas, il y a toujours des aliments qui vont être assez rapides à préparer pour avoir une forme dans l'alimentation qui va être une forme équilibrée, que ce soit du surgelé, que ce soit des aliments précuits ou autres. Et voilà. Après, ça dépend vraiment de la personne. Mais moi, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de pas chercher dès le début la perfection, et d'y aller étape par étape, de faire petit objectif par petit objectif, et surtout de trouver un moyen pour que ça soit ludique. Ok. Il y a des personnes qui aiment bien mettre en photo sur Instagram leur préparation. Il y a plein de comptes sur Instagram où c'est juste leur repas, ils publient leur repas, mais quand on est seul, ça permet aussi plus ou moins de partager ce qu'on a fait, de s'exercer, de travailler, donc ça rajoute un côté ludique. Voilà, c'est un petit exemple, mais il faut juste essayer et voir si ça marche pas, on force pas, mais ou alors on essaye de reprendre un peu plus tard et d'y aller étape par étape. Ouais, encore une autre manière de partager, donc avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de, il y a pas de sous-partage. On peut partager avec tout le monde si on se sent un peu seul. Non, mais et on est fier de présenter ce qu'on fait. Et puis, ça permet d'avoir un objectif. Je sais qu'on va essayer de faire quelque chose de correct pour prendre la plus belle photo possible. Et ben, si c'est ça votre motivation, faites-le. Et ça va vous permettre de mieux manger. Et ben, tant mieux. C'est encore plus intéressant, ouais, de travailler plusieurs aspects quand on fait une seule chose. Ok, bah merci beaucoup. Alors, je pense qu'on refera ce genre de choses parce que j'avais noté trop de trucs et forcément on le fera d'autres fois. Je voulais juste demander à ceux qui regardent la vidéo justement de noter en commentaire les questions qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils aimeraient voir encore dans une vidéo de ce type-là sur la nutrition, sur les aliments, sur le bien-être. On a parlé du bien-être, sur de l'équilibre aussi, l'équilibre alimentaire, etc. Le partage, c'est tous des mots qui sont revenus, l'éducation aussi, l'essence, bref, plein de choses. J'aimerais avoir vos commentaires, vos réactions pour pouvoir faire du meilleur contenu qui puisse vous intéresser et puis proposer des choses très intéressantes qui peuvent aider les gens. Ça va être c'est des choses qui nous intéressent le plus. Pour finir, chacun votre tour. Juste si vous pouviez donner une petite conclusion, un petit mot de la fin, et ensuite nous parler aussi de votre actualité et de vos projets ou objectifs. Et puis après, on pourra se quitter, malheureusement. Tu vas, Ludo? Ouais, donc déjà, j'aimerais revenir si jamais il y a des personnes qui ont des questions sur la nutrition, donc enfin, ou même par rapport enfin, voilà, tout ce qu'on a dit, qu'elles n'hésitent pas Je au-dessous mettrai de la je vidéo. mettrai les coordonnées dans le résumé, dans Voilà. la description Bon, de la du coup, vidéo, j'allais pardon. dire, je suis assez actif sur Instagram, donc Ouais. du coup, ça fait toujours plaisir si je peux aider. Et donc voilà, après, par rapport à cette interview, merci beaucoup Rémi de nous avoir réunis et pour avoir organisé tout ça. Pour répondre au projet, du coup, je l'ai plus ou moins dit au début, mais là, je suis en train de terminer du coup ma formation de coach sportif. Donc, ça me permet d'acquérir de nouvelles compétences autant sur le plan diététique que sur le plan sportif. Parce que tu es très Et sportif aussi, on ne l'a pas dit, mais tu es très sportif. Donc tu sais de quoi tu parles. ouais, du coup, Quand tu accompagnes les ouais, sportifs, quand tu t'en envoies, tu sais de quoi tu parles. ouais, j'essaie de toucher au maximum sur le plan sportif, enfin différents types de sports. J'adore tester, découvrir de nouvelles choses.
Après, du coup, vu que j'ai aussi été en surpoids, que j'ai vécu seul, que j'ai été célibataire, enfin que j'ai vécu plein de choses, ça fait que autant sur le plan connaissance que sur le plan vécu, j'arrive à comprendre, on va dire, les deux tiers, les trois quarts des situations des personnes que je suis, face auxquelles se retrouvent les personnes que je suis. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et je vais continuer au mieux. Et bah, bonne continuation. Et puis, on est amené à se Merci. recroiser, et puis de plus en plus. Mais ça, on en parle en off, du coup, il faudra que je Ouais. récupère ça très vite. Tanguy, une petite conclusion. Et bon, Ben non, c'est la toi première aussi qui aimes le fois. sport. Toi aussi, tu es un amoureux du sport. Ouais. T'as cuisiné, tu me disais Ouais, tout à l'heure, tu as cuisiné pour des sportifs, pour des grands sportifs, surtout oui, quand tu étais aux Deux Alpes là-bas d'ailleurs. Et, ouais, pour l'équipe de France de ski qui venait nous voir chaque été pour s'entraîner sur le glacier. Donc, on a eu notamment Johan Claret qui a été d'argent en 2022 au JO. Donc, hyper intéressant aussi voilà, c'était pas mon cœur de métier de faire à manger à des sportifs. Je l'ai fait et bon, apparemment bien fait parce qu'il y a eu des résultats. Non, mais c'est. mais t'as eu des sportifs que j'ai accompagnés, je crois, qui sont venus. Mais ouais, faudra que je retrouve, je pense que tu as des noms. Après, peut-être que tu connais pas les noms de tous ceux à qui tu cuisines, mais, euh, Non, et tu non, peux confirmer tout qu'ils le mangent monde. beaucoup. Hein, tu peux confirmer à tous les sportifs que j'accompagne qui nous regardent qu'ils mangent énormément pour prendre des Oui, forces, pour les pouvoir pousser. skieurs, avant de monter sur le glacier, parce qu'eux, ils ont en plus le froid. Donc, non, non, ils mangent chez des Golgoth, comme je te disais. C'est vraiment des quantités impressionnantes. C'est plusieurs centaines de grammes de pâtes à chaque repas. Et le matin, c'est pareil. Le soir, c'est pareil. C'est vraiment des gros Golgoth. Et voilà, ils sont taillés très, très bien, les mecs. Donc, non, non, moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est la première fois. C'est un exercice très, très agréable. Tu es un très bon meneur de conférence et ça fait plaisir de partager avec un diététicien. Souvent, on est un peu diététicien et gastronomie, ça marche pas. Je pense que ça marche plutôt bien et de mieux en mieux. Vous êtes Et tombé Ouais, d'accord je suis plusieurs d'accord avec fois. Vous êtes tombé d'accord plusieurs fois. Non, mais c'est non, ça, non, mais c'est le manque d'éducation, de connaissances, en fait, qui fait que les gens se séparent, en fait. Mais quand on communique, eh ben, on trouve plein de points communs. On est d'accord sur ce que c'est que la malbouffe. On est d'accord sur le partage, le plaisir de prendre soin de soi, etc. On est tombé d'accord sur plein de sujets. Donc, c'était primordial de faire ça pour moi. ouais, non, non, mais c'est clairement ça. Voilà, faut être intelligent et savoir entendre, écouter les gens et s'adapter vachement à eux. Nous, on s'adapte beaucoup à la clientèle en restauration parce qu'il y a beaucoup d'allergènes qui arrivent maintenant sur les gluten, sur les acides, enfin, il y a beaucoup d'intolérances sur les lactoses. Donc, bon, on est ouvert, de plus en plus ouvert. Enfin, moi, je parle pour moi. Mais je sais que j'ai plusieurs de mes collègues qui sont pareils, on est dans la même dynamique, c'est de faire avancer les choses dans le bon sens. Et puis voilà, d'éduquer alors nos enfants, mais on éduque aussi nos clients. Parce que quand on me demande de faire des salades de tomates l'hiver, moi au Chalet Mounier, j'ai jamais eu de tomates l'hiver chez nous. Et les clients habitués qui avaient l'habitude d'avoir leur salade, eh bien j'ai été un peu confronté à eux comme ça, mais bon, je leur ai dit non, il n'y aura pas de tomates chez moi, je vais vous faire une salade, mais d'autres choses. Et ça a matché comme ça. Et c'est pas pour ça qu'ils sont parvenus l'année d'après. Donc non, non, toi. Ouais, c'est ce qui faites-vous prouve la plaisir. qualité aussi. Comment? Ça prouve la qualité aussi. Oui, je pense, ouais, c'est. Voilà, tu fais des tomates en janvier, je trouve ça super dommage. Il y a d'autres choses en janvier, comme c'est dommage de ne pas en faire en juin. Mais voilà, il y a des périodes pour tout. Pour les hommes comme pour les légumes, il y a des périodes. Nous, on rentre dans les périodes de fête, ça va être un peu compliqué de se tenir, voilà, notre ration alimentaire. Mais bon, on sait que voilà, par derrière, il faudra faire des efforts. Et voilà, il faut se faire plaisir. Voilà. Pendant les fêtes et après, il faudra se faire plaisir aussi à récupérer tout ce qu'on a pris. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. J'ai passé un super moment et puis je pense qu'on pourra refaire ça, des petites, pas des confrontations parce que souvent quand on dit ça c'est un peu péjoratif, mais plus des rencontres. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des Avec rencontres, plaisir. avoir différents points de vue sur un même sujet et puis voir qu'on a pas mal de points communs. C'est juste qu'on va pas utiliser les mêmes choses toujours de la même manière, mais tous dans le même intérêt, c'est passer des bons moments, du bon temps et se sentir bien. Et c'est ça les rendez-vous entre passionnés. Donc merci beaucoup et, euh, et puis à très vite.